Passer à la quatrième partie de l'exercice qui consiste dans le calcul des sollicitations dans la poutre. Donc les sollicitations, il y en a de trois types, les efforts normaux, les efforts tranchants et les moments fléchissants. On va faire les calculs du moment fléchissant en un point de la structure. Ce calcul pourra se répéter en tout autre point de la structure sans changer la procédure. Et puis, on continuera l'exercice avec les calculs des efforts normaux et les efforts tranchants dans une vidéo suivante. Donc, dans cette vidéo, on va s'occuper du calcul du moment fléchissant en un point de la structure. Notamment, on va choisir un point comme par exemple celui qui se trouve sous la force F, ici. Alors, la procédure consiste à introduire dans les points de calcul une rupture de continuité qui génère une rotation, en général, disons, qui permet un déplacement qui est dual de l'effort que nous voulons calculer. Voilà. Pardon, j'avais besoin de me procurer une rotule. Donc, je vais mettre sous la force F une rotule. Je vais d'abord créer un niveau pour faire cela. Voilà. Donc cette rotule va interrompre la poutre AB. On va appeler I. On va appeler I ce point parce que peut-être qu'on va l'appeler on va l'utiliser dans l'avenir. Et donc en ce point-là, on va calculer un moment. Et donc, comme on a mis une rotule, je vais préparer ici deux moments égaux et opposés qui seront placés en correspondance de la rotule pour éviter les mouvements que la rotule justement en ayant été introduite autorise. Donc la présence de ces moments-là va rétablir la condition d'équilibre. On va appeler ce moment I parce que c'est le point I dans lequel je fais le calcul. Et il est par construction égal de part et d'autre de la rotule fictive qu'on a introduite. Voilà, l'objet que nous avons devant nous est un mécanisme dont on peut dessiner les mouvements et on pourra donc ainsi calculer le travail qui est fait par toutes les forces et les moments en jeu, notamment les forces F qui sont les chargements et notre moment inconnu, et ceci va nous permettre de calculer les moments en question. Alors nous devons, comme d'habitude, identifier les centres de rotation de la structure et ensuite des différentes parties de la structure et ensuite dessiner les mouvements. Alors, je vais prendre le numéro, mais cette fois-ci, il faudra les changer parce qu'on a découpé la structure autrement. Donc, la partie 1 est celle qui va de A à I. La partie 2, elle va de I à H. La partie 3, elle va de H à G. Et on aura une partie 4 qui va de G à E. Au niveau du positionnement des centres de rotation, je vais prendre mes symboles habituels dont je vais avoir besoin, notamment la petite croix. Voilà. Alors, la poutre 1 a un centre de rotation qui est identifié uniquement par la rotule A. Au
Au niveau de la rotule fictive que nous avons introduit, il se pose le centre de rotation relative entre poutre 1 et poutre 2. Il y a beaucoup de monde autour de cette rotule. Les couleurs nous aident à identifier les sens des différents symboles. Pour ce qui est de la poutre 2, son centre de rotation doit se trouver sous l'axe identifié par l'appui B et aligné avec l'axe identifié par les centres C1 et C12. Il se trouve donc à ce point-là. Pas la peine de dessiner, vous avez déjà vu pas mal de fois le même raisonnement, donc je ne vais pas m'attarder sur tout le détail de ce raisonnement. Nous passons donc au point de rotation relative entre poutre 2 et poutre 3 qui se trouve sur la rotule H. Centre de rotation absolu de la poutre 3, c'est le même raisonnement que pour la poutre 2. Il doit être à la fois aligné avec C2 et C23 et avec l'axe mené par l'appui simple C. Et donc, il se trouve là où je viens de placer la croix. Puis, au niveau de la glissière G, nous avons comme d'habitude les centres de rotation relative entre la poutre 3 et la poutre 4 cette fois-ci, et ce centre se trouve à l'infini en direction horizontale. Et puis, avec le même raisonnement que nous avons fait dans tous les autres cas, la rotation de la poutre 4 se fera autour du centre de l'appui simple D, parce qu'elle doit se faire autour de l'axe de l'appui, qui est celui-ci, et de la ligne qui joint le point C3 avec les points à l'infini de direction horizontale, c'est-à-dire la ligne horizontale menée par les points C3. Donc voilà l'ensemble des centres de rotation de la structure, ce qui me permet de dessiner les mouvements virtuels. Donc il suffit d'abord de projeter tous les centres fixes. Et ensuite, je peux partir avec un angle quelconque, une droite, on va faire bleu. Voilà, je pars avec une droite ayant un angle quelconque à partir du point C1'. Pardon, je vais indiquer que lui est C1'. Je trouve ainsi le point C12'. À partir du point C12', ok, l'histoire des alignements deux fois. Non, il ne veut pas, tant pis.
Donc à partir du point C1', je continue le déplacement de la poutre 2 passant par le centre C2'. Ceci me permet d'identifier C2', de partir avec l'axe de la nouvelle poutre, de la poutre 3, avec une inclinaison adaptée au passage par le centre C3', et puis le respect de la liaison G qui fait que la poutre 3 et la poutre 4 n'auront que des translations relatives, pas de rotation, fait que ceci est parallèle à la précédente. Je dois juste la faire plus courte. Et voilà le déplacement virtuel de mon système. Je peux, comme d'habitude, identifier une rotation θ. Je peux constater, comme je l'avais fait dans un des cas précédents, que ceci est un triangle isocèle parce que ces points se trouvent au milieu de la portée des 4 ailes, on a 2 ailes ici, 2 ailes là, donc l'angle θ ici et l'angle qui est là sont les mêmes. Par conséquent aussi cet angle est le même, et puis encore, puisque ce triangle est encore un triangle isocèle, cet angle est le même, cet angle est le même, et ceci aussi par construction. Donc tous les angles ont la même valeur dans cette construction, et cette valeur vaut partout θ. Les valeurs de déplacement correspondant aux trois forces extérieures F, F et F sont immédiatement calculables à partir de la connaissance de θ et de la distance entre le centre de rotation absolu et le point de calcul. Donc je vais encore une fois pêcher quelque part la petite flèche qui m'intéresse. Je vais donc calculer cette longueur. Celle-ci qui est par ailleurs la même. Et celle-ci qui sera la moitié. Voilà. La première longueur, celle-ci, on a une distance par rapport au centre de rotation de 2 ailes, et donc ça vaut 2 ailes θ chapeau.
La même chose est vraie ici. Distance toujours 2L par rapport au centre de rotation donc, et angle toujours θ. Alors qu'ici, au bout, nous avons une distance qui est simplement L, donc c'est la moitié, c'est Lθ. Avec ces informations-là, il est possible d'écrire le travail virtuel de toutes les forces en jeu, donc nous allons le faire. On va faire grand comme d'habitude, 22 points. Et alors nous avons d'abord le travail qui est fait par, je vais agrandir, les moments à gauche, ici MI à gauche, c'est un moment qui tourne dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. Il va travailler par rapport à une rotation qui est là, qui elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous avons donc un travail négatif qui est donné par le produit du moment par la rotation. Donc je vais écrire ceci ici, moins MI multiplié par l'angle θ. Ensuite, à droite de la même rotule, nous avons encore un moment MI, qui cette fois-ci tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, qui va travailler par une rotation θ, qui elle va dans le sens opposé. Donc en fait, on a la même contribution, je peux mettre un 2 devant. Nous avons après la force F qui va descendre de la quantité de L de θ chapeau. F pointe vers le bas, le travail est donc positif. Ici, nous avons la force F qui va remonter de la même quantité. Donc, on a un travail négatif moins 2FL θ. Et puis, nous avons ici, finalement, la force F qui va descendre et donc faire un travail positif de la quantité moitié. Voilà, nous avons le résultat du calcul du travail virtuel dans ces mécanismes. On a donc, pour résumer, le moment MI à gauche et le moment MI à droite qui travaillent chacun pour la rotation θ et chacun fait un travail négatif, donc on va avoir moins 2MI θ. La force F au point I qui descend et fait donc un travail positif qui vaut 2FL θ parce que le déplacement c'est 2L θ. La force F appliquée au point H qui fait un travail d'égale intensité mais négatif. Et la force F au bout de la console au point E qui fait un travail positif. Donc ceci doit être égal à 0 quel que soit θ. En plus on a ici deux valeurs qui simplifient. On peut donc calculer en mettant θ en facteur, en enlevant les termes qui s'annulent car des signes opposés. On peut en déduire. Donc 2mi plus fl égale à 0, ce qui nous permet de déduire encore une fois mi égale fl sur 2.
Ceci complète le passage pour le calcul du moment M au point I, donc on a appelé MI, dont on a identifié donc la valeur, c'est FL sur 2. Vous pouvez constater qu'un moment fléchissant a toujours la dimension d'un moment, c'est-à-dire d'une force par une distance. Ici, la force est indiquée par la lettre F et la distance, c'est la longueur petit l qui caractérise notre structure.